Si vous êtes développeur, écoutez cet épisode du podcast en AWS en français. On parle de plateforme as a service avec Upson. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Vous le savez, tous les vendredis, une semaine sur deux, nous accueillons des clients, des partenaires, parfois des collègues d'AWS également, pour faire des retours d'expérience, pour parler d'architecture, de montrer ce qui marche, de ce qui marche, de ce qui marche moins bien, des choses auxquelles il faut faire attention parfois quand on développe dans le cloud sur AWS, et pas que d'ailleurs. Et dans ce contexte, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, non pas un, mais deux invités, le VP Produit de Platform.sh qui s'appelle Augustin Delaporte et le Senior VP Engineering Florian Margan. Messieurs, merci d'être là. Alors j'ai dit Upson et Platform.sh, on va clarifier tout ça. On parle aujourd'hui d'Upson, c'est quoi ? Upson, c'est quoi ? Déjà, merci Sébastien de nous recevoir. Très sympa d'être sur ton podcast. Upson, c'est quoi ? Upson, c'est une nouvelle offre déployée par Platform.sh. Platform.sh, c'est une solution, c'est une entreprise française qui a été créée en 2014 par 3 cofondateurs. C'est un PaaS à l'origine, plateforme as a service. L'entreprise émerge d'un pivot depuis l'agence qui s'appelait Commerce Guys. Donc en interne, l'agence Commerce Guys avait développé une solution d'hébergement en mode PaaS basée sur des conteneurs. Et on a lancé tout ça en 2014 et ensuite on a pivoté du modèle agence vers le modèle produit. Très rapidement aujourd'hui, Platform.sh, c'est 300 employés distribués à travers le monde dans à peu près 40 pays. Le modèle de la boîte, c'est 100% télétravail. On n'a pas de bureau. Alors, on a un bureau à Paris où certains collaborateurs peuvent se retrouver, mais par défaut, tout le monde travaille de chez soi. Et ça veut dire quoi un pass pour les développeurs ? Si je suis développeur, je m'abonne, je m'inscris sur Upson et puis quoi, je vous passe mes containers et vous les déployez, vous les scalez pour moi ? Alors, un des modèles de notre boîte, comme disait Florian plus tôt, c'était We Make the Cloud Easy. Alors, l'idée, c'est de simplifier la gestion de l'infrastructure, de l'architecture. Donc, quand on veut passer dans le cloud et déployer des applications, on arrive rapidement à devoir gérer des couches réseau. Donc, Florian va en parler, des couches de stockage, des couches d'orchestrateur, etc. C'est rapidement compliqué. Quand il faut monter à l'échelle, ça scale pas toujours très bien, etc. C'est encore plus compliqué. On a beaucoup de solutions qui existent. Nous, l'idée, c'est vraiment de simplifier tout ça. Donc, on ne veut pas du cloud manager. On permet aux développeurs de définir un fichier d'architecture qui, lui, via Git, va être déployé de façon automatisée pour générer un environnement de production qui peut être cloné en autant d'environnements, ce qu'on appelle les preview environments. Et ces clones contiennent les data. Donc, en fait, la vraie particularité de Platform.sh, ça va être de pouvoir cloner un environnement de production et, avec la data, de pouvoir travailler sur des preview environments. Et ça en quelques secondes. Et Upson, donc si on veut parler d'Upson aujourd'hui, le mois dernier, on vient de lancer une nouvelle offre qui est vraiment un play d'expansion. Donc Platform.sh, c'est basé sur des souscriptions, sur des plans, c'est-à-dire qu'on va prendre, pour faire très court, des tailles de t-shirt. On va dire j'ai besoin d'un taille S, L, M, etc. Ces tailles de t-shirt vont définir un pool de ressources auquel le développeur aura accès sur son projet. Upson, c'est totalement différent. Ça va être un modèle basé sur de la facturation à l'usage. Et donc, on n'a plus ces contraintes d'être dans un pool de ressources et si jamais on a besoin de plus de ressources, il va falloir multiplier par 2 potentiellement l'allocation dont on aura besoin. Là, Upson, ça va être un modèle beaucoup plus flexible dans lequel on va facturer au CPU, à la mémoire, au stockage et donc ça permet de scaler, de payer vraiment ce qu'on consomme. Et ça, c'est un modèle vraiment classique pour la plupart des cloud providers. AWS fait ça depuis très longtemps et nous, c'est nouveau, c'est vraiment, donc c'est Platform.sh, mais avec un modèle de facturation totalement différent qui ouvre des perspectives énormes en termes de flexibilité sur ce qu'on veut faire. Donc notre ambition, c'est vraiment d'étendre notre marché vers plus de solutions, notamment des langages, beaucoup de Go, Ruby, etc., Java, qui ont besoin de soit beaucoup de ressources en termes de RAM, en termes de build, etc. Je rigole parce que chaque fois qu'on dit Java a besoin de beaucoup de RAM, ça me fait sourire, mais c'est pas grave. Restons focusés. Platform.sh et Upson, même technologie, même architecture sous-jacente. Donc dans le podcast, on va parler de l'un ou de l'autre, mais c'est la même technologie. Comme tu as dit, c'est 2 offres commerciales différentes avec des billings différents et donc probablement des clients différents. Et donc l'expérience utilisateur, développeur, moi, développeur, je décris l'infrastructure dont j'ai besoin en termes de containers, en termes de base de données, etc. Je fais un git commit, git push et vous prenez tout ça et vous instanciez ça pour moi
sur le cloud AWS, je suppose, si on est en train de se parler dans le podcast AWS en français, mais pas que. Les clients peuvent choisir aussi entre différents cloud providers. Alors c'est un bon point. Effectivement, on avait démarré chez AWS. On a eu un partenariat fort depuis le début chez AWS. Et puis au fil du temps, notre solution étant très agnostique et elle utilise vraiment des couches, on va dire, très bas niveau, fournies par les cloud providers. Donc à partir du moment où il y a une API qui permet de gérer la couche compute et la couche storage, typiquement c'est à peu près, enfin Florian va rentrer plus dans les détails, mais c'est à peu près on n'utilise pas des bases de données RDS, etc. On va vraiment se baser sur le compute et le storage en gros, et chaque fournisseur va pouvoir nous fournir ce genre de primitives. De primitives, ouais, de building blocks, de Lego. Tout à fait. Donc en fait, rapidement, on a été capable d'aller sur d'autres cloud providers, sur des régions par exemple où AWS n'était pas forcément présent, ou simplement pour pouvoir diversifier l'offre qu'on veut. Donc on est multi-cloud et le développeur va choisir au moment d'instancier son projet sur quelle région, cloud provider, et ensuite, enfin on en parlera peut-être un petit peu, mais tout l'impact carbone aussi qui est mesuré et qui est exposé et transparent. Et donc l'utilisateur va vraiment choisir sur plein de points, la localisation, l'impact carbone, le cloud provider, sur quelle région il va vouloir déployer son projet. Et aujourd'hui, on supporte une vingtaine de régions, j'imagine. D'accord. Et les cloud providers? Alors, les trois grands ou d'autres aussi? Oui, donc il y a les trois grands, évidemment, Azure, Google Cloud, AWS, Azure, et puis on a aussi Orange et OVH sur le marché européen. Tout à fait, pour de la souveraineté de données. Donc en France, par exemple, ce sera OVH. Et voilà. Et Orange également. Tout à fait. Alors, tu as dit un truc intéressant, c'est que vous utilisez des primitives relativement bas niveau, du compute, et puis c'est vous qui gérez l'installation, le management, le scaling de ces ressources compute, même pour les bases de données, pour les orchestrateurs, etc. Donc, c'est quoi l'architecture à haut niveau de votre solution? Comment ça marche en dessous du capot? Commençons par l'architecture haut niveau et puis on va rentrer dans les détails. L'architecture à haut niveau, c'est qu'on va déployer des VM dans un VPC. On va avoir un VPC dans lequel on va avoir des dizaines de VM en général. Quelques VM qui vont être utilisés pour tout ce qui est gestion de l'orchestration de la région de manière générale. Et on va avoir plein de VM avec tous les conteneurs qui sont déployés dessus. L'idée, c'est qu'on a une sorte de grille de VM avec plein de conteneurs dans chaque VM. Et quand je dis plein de conteneurs, je veux dire des centaines de conteneurs par VM. On a en général selon le type de VM, on a entre 300 et 800 conteneurs par VM. Wow. Ouais, donc il y a une densité assez forte. Ouais. Tout à fait. Ces VM sont mutualisées, c'est-à-dire où elles sont réservées à mon usage client exclusif. Donc on a plusieurs offres. On a une offre dédiée pour les clients qui veulent avoir une certaine isolation, une isolation plus élevée au niveau des ressources, au niveau des données, au niveau de tout, forcément. S'ils veulent avoir une isolation plus élevée, ils peuvent avoir cette offre dédiée. Par contre, effectivement, la plupart de nos clients vont se retrouver sur cette offre mutualisée où on va partager les ressources dans l'idée que la plupart des clients ne vont pas utiliser toutes leurs ressources tout le temps. En même temps. Ça veut dire que vous surprovisionnez. On met plus de containers sur la machine que ce qu'elle peut supporter. Un overcommit. Oui, non, mais bien sûr, c'est comme ça qu'on peut être rentable. Après, on suit les consommations des ressources. Évidemment. Pour que un client donné ait les ressources qu'il veut au moment où il veut. Mais de manière générale, on a cette notion on a plus de clients que ce qu'on devrait avoir. Mais ça marche bien parce que c'est intéressant comme approche parce que du coup vous devez gérer l'orchestration des containers vous-même, les monitorer, les redémarrer, prendre les décisions de placement. J'ai un énième container à démarrer, où je vais le mettre, le failover également, si jamais un serveur tombe, ce qui peut arriver, pas de votre faute, peut-être de notre faute, everything fail all the time, comme dit notre CTO. Est-ce que vous utilisez des solutions d'orchestration bien connues, Kubernetes, je t'entends, ou est-ce que vous avez développé quelque chose et pourquoi? Alors, donc effectivement, on n'utilise pas le K8S, puisque déjà ça n'existait pas en 2014. Ça c'est déjà une bonne raison, en effet. Et donc vous êtes parti sur quoi? Donc en fait on est parti sur une orchestration manuelle ou avec du logiciel qu'on a dû écrire nous-mêmes.
logiciels maintenant qui sont basés sur des principes distribués parce que c'est quand même une architecture très distribuée où on a des centaines de VM potentiellement, mais qui du coup a évolué au fil des années et qui avait des fonctionnalités que Kubernetes n'a toujours pas aujourd'hui, on n'avait pas il y a quelques années. Vous l'avez écrit en quoi ce control plane, cet orchestrateur? C'est un orchestrateur qui est en Python, puisqu'en Go, il n'y a pas spécialement besoin de puissance, hein, ouais. Oui, de performance, de puissance, exactement. C'est juste, tel conteneur va sur tel VM ou tel autre va sur tel VM, spécialement besoin de performance. Donc oui, c'est du Python, ça nous permet d'être très réactif, flexible. C'est ça qui vous permet aussi d'être assez agnostique au niveau des cloud providers et de pouvoir facilement, plus ou moins facilement onboarder un autre cloud provider. Vous avez mentionné Orange ou OVH par exemple. Parce que tout ce que vous avez besoin, ce sont des VM finalement. Tout à fait. En fait, exactement, oui. Au niveau des cloud providers, tant que vous pouvez au moins qu'on peut au moins créer une VM, qu'on peut attacher un disque à cette VM et qu'on peut utiliser du blob storage type S3, etc. C'est à peu près tout dont on a besoin. Et quand nous avons préparé cet épisode, je me souviens que vous aviez mentionné Elixir plutôt que Docker. D'abord, est-ce que je me souviens bien? Je vois que vous faites signe oui de la tête, mais aussi pourquoi ce choix? Oui, tout à fait. Alors déjà, effectivement, on utilise plutôt Elixir que Docker. Déjà, premièrement, parce que en 2013-2014, Docker n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est vrai. Et ensuite, parce qu'en fait, Elixir et Docker, typiquement, ont deux approches différentes. Docker va être pour lancer un seul process, tandis que Elixir va être pour lancer une mini VM un petit peu, avec un process d'init pour démarrer le conteneur et pour gérer tous les process qui sont dans le conteneur par la suite. Tandis que Docker, c'est plutôt juste un seul process. Et nous, on est plutôt dans le modèle où on a une mini VM où on fait tourner plusieurs processus dans le conteneur. On fait tourner, par exemple, l'application, mais aussi on va faire tourner un Nginx, on va faire tourner plusieurs processus, où typiquement le cas d'usage de base, Elixir est plus adapté que Docker. Maintenant, en vrai, on pourrait passer à Docker aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de grosse différence entre l'un et l'autre. Ils vont être tous les deux, ça va être des couches par-dessus les SC groups qui vont nous permettre d'avoir la gestion, justement, vu qu'on mutualise les VM, une isolation très forte. Voilà, la gestion des ressources entre les conteneurs, ça va être... Ou vous pourriez utiliser Firecracker, les micro-VM que nous utilisons pour Lambda aussi. Enfin, techniquement, ça serait possible. Oui, alors ça, du coup, c'est autre chose, mais oui, tout à fait. Après, là, c'est plus au niveau du kernel que ça va être des choses différentes. Les conteneurs, c'est les namespaces dans Linux. C'est une couche très faible en termes d'utilisation de ressources, qui permet justement d'avoir cette grosse entité qu'on a aujourd'hui. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on a des centaines de conteneurs par VM, entre autres grâce à cette technologie Elixir, Elixir, Docker ou tout qu'on veut, mais principalement les namespaces et les C-groups qui nous permettent d'avoir très peu d'overhead par rapport à ce. Et ce choix Elixir versus Docker, c'est un choix d'implémentation, ce n'est pas exposé à vos clients évidemment. Qu'est-ce qu'un client vous envoie? Parce que j'étais parti sur l'idée qu'on vous envoie une image de container OCI, parce que c'est à peu près ça qui est standard maintenant. Mais comme tu disais, en 2014, le schéma était un peu différent. Un client qui vous envoie du code, il envoie ça comment? Enfin, ça se représente, ça se matérialise comment? C'est un fichier zip? C'est une image Docker? C'est autre chose? En fait, on a un serveur Git de notre côté. Quand vous créez un projet, on vous donne un serveur Git. Ce serveur Git va analyser les fichiers YAML qui sont dans le fichier de configuration en YAML. Notamment, il va y avoir le type d'image que vous voulez avoir. Donc, par exemple, si vous voulez avoir votre runtime principal de votre application, c'est Python 3.11. Vous choisissez que vous dites, je veux du Python 3.11 et après, je vais tourner ça par-dessus. Et nous, on s'occupe de, Python 3.11, on va utiliser cette image-là avec tous ces paquets qui sont installés sur cette image, etc., etc. Donc, vous proposez des runtime
prédéfinis, Java, Python, etc. C'est pour ça aussi, Augustin, que tu parlais d'offrir d'autres langages dans le futur. Les clients viennent pas avec leur runtime, c'est vous qui les gérez également. Tout à fait. Alors, il y a ça, et aussi, on a une image qu'on appelle composable, où il y a plein de briques, et notamment ce qui est proposé par défaut chez Robson, je crois, où on a plein de briques, et là, du coup, il n'y a pas de runtime, il y a juste rien du tout à la base, et vous choisissez tout ce que vous voulez ajouter. Et justement, à propos de cette image composable, donc plutôt que nous, de notre côté, de devoir maintenir une image pour PHP version 7.3, une image pour PHP 8.2, cette image composable va nous permettre d'être très dynamique. Et donc, l'utilisateur va utiliser cette image composable par défaut, définir les différents runtimes. On peut composer les runtimes, et là, on se base sur des mécanismes qui sont fournis par Nix, NIX, qui sont vachement intéressantes, qui fournit un Nix Store qui permet de dynamiquement... on va dire pas télécharger, mais allouer des packages qui sont très bien namespacés. Donc, on va pouvoir avoir plusieurs runtime, notamment même plusieurs versions de Python, la 2.7 avec la 3, etc. Enfin, on va vraiment pouvoir composer ces différents runtime. Et c'était un peu la limitation qu'on avait aujourd'hui sur plateforme message, avec un single runtime par conteneur, en fait, par instance. Là, on va pouvoir vraiment les composer grâce à Nix. Donc, c'est quelque chose qu'on a lancé là récemment et qui offre des opportunités énormes, en fait, que ce soit sur le runtime, mais également dans le futur pour les services. On va pouvoir builder potentiellement n'importe quel service qui est disponible sur le Nix Store. Je mets les liens dans les notes du podcast. Vous trouverez Nix Store. Si vous n'êtes pas familier avec tout ça, vous pouvez aller lire un peu plus pour le week-end. Avant de passer... Un autre point juste... Oui, vas-y. Pardon, excuse-moi. Ouais, un autre point que j'aime bien mentionner, en fait, en 2012, quand on a commencé à travailler vraiment sur la solution pour la lancer en 2014, Florian a parlé du serveur Git, et en fait Git, tout le monde est au courant, c'est un protocole, mais c'est un protocole qui est open source et qui peut être on va dire agrémenté ou qu'on peut faire évoluer. Et nous on a fait évoluer enfin pas évoluer, mais on a pas hacké, mais je sais pas comment dire, on a ajouté des commandes. On a ajouté exactement des choses à ce protocole, et donc on se base sur le protocole Git de base, mais on interagit avec ces commandes, et au moment de faire un git push, on va pas seulement packager les fichiers, les compresser et les envoyer à un serveur Git, on va ensuite lancer des commandes de build, on va lancer des commandes de déploiement, on va lancer de la gestion de configuration de route, etc. Et tout ça va être affiché dans le git log, en fait. Donc l'utilisateur va voir, en plus de packaging et compression de ses fichiers, il va voir toutes les commandes qui sont en train de se passer en live sur son infrastructure côté plateforme message. Et ça, c'est vachement intéressant, parce qu'un utilisateur, il va faire un git push sans savoir, vu qu'on s'intègre également, on n'est pas obligé d'utiliser le serveur Git qu'on fournit, on peut se connecter avec un GitHub, GitLab, Bugab, etc., ou son propre serveur Git, et en fait l'utilisateur va pusher sur GitHub, et au lieu de voir juste ses fichiers poussés sur son serveur, il va voir tous les logs directement dans son terminal de ce qui est en train de se passer, parce que c'est le même protocole. En fait, on a juste étendu le protocole. Vous avez intégré à Git le concept de CI/CD qui sont courants maintenant, qui en 2012 ne l'étaient peut-être pas autant qu'aujourd'hui. Exactement, de plus en plus, voilà, tout à fait. Et donc ça vient, j'allais dire gratuitement, mais ça fait partie du service que vous offrez à vos clients. À chaque changement, il y a un nouveau déploiement qui est fait sur les environnements. Les environnements de dev, je suppose. Après, il y a d'autres mécanismes pour passer en prod. D'autres choses à dire sur cette partie container, donc LXC, orchestration de containers, avant de rentrer dans deux autres aspects qui m'intéressent, le stockage et le réseau. Oui, je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça peut sembler un petit peu arbitraire et relativement limité, c'est que un des concepts fondamentaux qu'on a, c'est que toute notre infrastructure est complètement en lecture seule. C'est-à-dire que si vous voulez changer un fichier, vous ne pouvez pas. Qui est changé sur un conteneur déployé, vous voulez essayer de changer un fichier, ça ne marche pas, tout est dans lecture seule complètement. C'est un des principes de base qu'on avait alors que le produit a été fait, puisque c'est ce qui a permis ça vient du monde e-commerce un petit peu, où il y a beaucoup d'attaques, où on écrit des fichiers et puis le site se retrouve à voler les cartes de crédit de tous les clients. Donc en fait, on évite beaucoup de ce type de problème avec ce concept-là, et en fait, on a justement ce concept autour de tout ce qui est la sécurité, compliance, etc.,
de lecture seule au niveau de l'infrastructure de manière générale. C'est ce qu'on appelle l'infrastructure immutable. Si je dois faire un changement d'infrastructure, ça crée une infrastructure copie à côté Exactement. C'est un concept que j'expliquais beaucoup à des entreprises quand je donnais du training à AWS il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, les gens me regardaient avec des grands yeux quand je parlais de ça. Et vous parlez de 2012-2014, donc il y a même 12 ans au début. C'était assez précurseur à l'époque. Il y a peu de gens qui faisaient de l'infrastructure immutable. Peut-être Netflix était parmi les premiers. Ouais. Et, on a eu... c'était un frein un petit peu à l'adoption des fois de voir cette infrastructure immutable parce que pourquoi je peux pas écrire mon fichier quand on vient du monde FTP ou ce genre de pourquoi choses, je peux pas patcher, pourquoi je peux pas updater la version de ma librairie XYZ à la dernière version, mais ça permet de gérer des infrastructures de façon beaucoup plus robuste et beaucoup plus scalable. Et c'est intéressant parce que si c'est immutable, ça veut dire que je crée une nouvelle infra dès que je fais un changement, un update de version par exemple, mais dans mon infrastructure il n'y a pas que mes containers, il y a des bases de données aussi, et donc ça nous amène à parler stockage, comment vous repliquez ces bases de données. Et Augustin dans l'intro t'as aussi dit que chaque fois qu'on crée un nouvel environnement, dev test, on a un clone des autres environnements. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de magie, de code, pas de magie, au niveau de la couche de stockage également. Comment ça marche? Magie, code, un peu des deux. Effectivement, donc on utilise ce qu'on appelle Ceph, qui s'appelle Ceph, c'est un cluster de stockage distribué, qui nous donne une fonctionnalité, qui nous donne plusieurs fonctionnalités, mais les fonctionnalités de base qui nous intéressent, c'est qu'on peut créer des volumes, des block devices qu'on peut attacher au VM, et ce sont des block devices disponibles sur le réseau, donc on peut les attacher à n'importe quel VM. Et on peut faire des snapshots, copy on write, de ces volumes. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand on veut faire un clone des données? On prend les disques, on arrête la base de données déjà. On freeze les I/O un tout petit peu. Voilà. Non, on l'arrête pas. On fait ce qu'on appelle, on lui dit de flusher toutes les données et on lui dit mets-toi en pause pendant quelques secondes. On prend un snapshot, on relance tout et puis après, l'environnement staging, etc., va redémarrer sur le snapshot, au lieu de redémarrer sur l'ancien disque qu'il y avait. Alors Ceph, c'est C-E-P-H, si vous essayez de googler la solution, et comme d'habitude, je mets les liens dans les notes du podcast. C'est pas un file system, c'est un gestionnaire de cluster de stockage. Exactement. Et en dessous, le file system, c'est quoi? C'est un X3, X4 ou un file system Linux standard? Alors, comment est-ce que Ceph marche? C'est que effectivement, donc c'est des block devices, donc c'est plutôt l'équivalent, ça nous donne l'équivalent de disque de volume EBS, un petit peu. Avec beaucoup plus de contrôle sur les... on peut avoir des snapshots justement qui sont instantanés au lieu et de pouvoir réutiliser directement les snapshots, puisque contrairement à AWS qui essaye quand on prend un snapshot EBS, il copie toutes les données en background, mais du coup on peut pas utiliser les snapshots tant que les données sont pas copiées. Là, du coup, ça nous permet d'utiliser les snapshots directement. Oui, en fait, ma question n'était pas pertinente. Ceph est en dessous du file system. Le file system est géré par l'OS. Ceph fournit un service de block storage à l'OS comme EBS le fait. J'ai bien compris. Exactement. Du coup, en fait, comment est-ce que Ceph marche? C'est que par derrière, en fait, il y a des VM qui gèrent le cluster de Ceph, qui gèrent tous les volumes, qui ont des disques. Alors nous, on utilise sur AWS, on utilise les instances de type I3, qui sont des local storage. Exactement, qui ont beaucoup de local storage, qui nous intéressent pour le coup. Oui, donc vous n'utilisez pas EBS sur AWS, vous utilisez des grosses machines série I, c'est les I/O intensifs qui ont plein de disques locaux, et vous laissez Ceph gérer ce pool de disques. Just a bunch of disks, JBot probablement, et exposer du block storage à vos containers. Exactement ça. Alors après, on utilise soit du I3, on a essayé d'expérimenter, on expérimente aussi avec du EBS, etc. Parce qu'en vrai, on n'est pas complètement bloqué sur qu'est-ce qu'on utilise au niveau de Ceph. Mais l'idée reste la même quoi qu'il arrive.
Et Ceph gère la réplication également, le mirroring sur plusieurs hosts physiques différents. Exactement. Ceph gère le mirroring, il fait une réplication de une ou deux par défaut. Enfin voilà, il y a toute cette gestion-là qui est gérée toute seule par Ceph. Nous, du coup, il faut qu'on travaille avec AWS, par exemple, pour dire que on va créer 3 VM pour Ceph, par exemple. On va essayer de dire à AWS, on veut éviter que ces 3 VM se retrouvent sur le même rack. Mm-hmm. Oui, ça serait mieux. Voilà. Un petit peu le genre de contrainte qu'on a avec tous les cloud providers, du coup, pas que AWS, mais... Et Ceph, si je mappe sur AWS, est mono-ASI ou multi-ASI? Est-ce qu'un cluster de stockage est dans un data center ou peut être across 2 data centers si ça a du sens en termes de latence? On a les deux. Le gros inconvénient du multi-ASI, c'est que c'est le coût de la bande passante. La bande passante, oui. Voilà. Là-dessus, on utilise des petites astuces là-dessus d'ailleurs. On utilise, il y a une petite astuce qui est très sympa qu'on utilise. Sur les conteneurs, sur les VM, il y a les conteneurs, on utilise DM Cache, qui est un block device qu'on met devant le block device de Ceph. Je mettrai le nom après, DM-cache, qui permet en fait de mettre en cache sur un disque local toutes les données avant de les envoyer au disque de Ceph, qui passe par le réseau. On arrive à sauvegarder à peu près entre 95% et 99% de toutes les lectures réseau. Wow. Juste en faisant un cache, un petit cache, en vrai, si on a un disque de 50 gigas par exemple, on va avoir 500 mégas de cache. Juste avec ça, on peut réduire de 99% toutes les lectures qui sont faites sur le réseau. Quand on utilise du multi-ASI, c'est très apprécié. C'est très appréciable parce que c'est effectivement un coût qui est non négligeable, le coût de bande passante intra-région entre availability zones. Comment vous gérez les volumes? Un volume par container ou peut-être qu'il y a des containers qui n'ont pas besoin de volume, qui sont pure read-only. Évidemment, il y a les bases de données aussi. Oui, c'est ça. Un volume par conteneur pour tous les conteneurs qui ont besoin. Donc, par exemple, la base de données, ça va être un conteneur qui va faire tourner la base de données et qui va avoir son propre disque. Pareil pour les applications. Mais par exemple, Redis, typiquement, on n'a pas besoin de disque. Tu utilises 100% de memory. Et puis, pour donner un exemple. Mais oui, effectivement, ça va être géré par conteneur. Et du coup, quand on va faire un clone de toutes les données, on va dire à tous les conteneurs en même temps. Et en même temps est important parce que sinon parce qu'il faut un état consistant. Ouais. Exactement. Il faut un état consistant parce que sinon on va se retrouver avec un fichier qui existe dans la base de données mais qui n'existe pas sur le système de fichiers parce qu'il n'a pas encore été sauvegardé. Voilà. Donc, l'avantage de ce système-là, pour moi, client, si je me mets dans les pieds de vos clients, je clique sur un bouton dans votre console qui dit Clone Environment, ou j'envoie une commande Git, ou je sais pas, et ça clone physiquement mon environnement, puisque les volumes sont clonés, repliqués, les containers sont redémarrés, et donc je me retrouve en quelques secondes, quelques minutes, avec un environnement équivalent sur lequel mes données de prod sont disponibles. Exactement. Gitcheckrock-B me dit Augustin dans le chat qu'on utilise pendant l'enregistrement du podcast. Oui, donc c'est simplement créer une nouvelle branche, quoi. C'est un environnement par branche. Tous ces containers, ils doivent se parler entre eux. Mon front-end doit parler au back-end, qui doit parler à la base de données. Donc vous avez dû également écrire du code pour gérer la partie réseau de cette orchestration. Tout à fait. Alors la partie réseau est assez intéressante aussi, puisque on veut énormément d'isolation autant que possible. C'est-à-dire que par défaut, tout est bloqué. Par défaut, un conteneur ne peut parler à rien. Ne peut pas, ouais. Ce qui est un très bon principe de sécurité. C'est pas toujours très utile en pratique. On doit quand même ouvrir quelques petites choses et tu vas en parler. Mais c'est un bon point de départ, en tout cas, pour fournir un environnement sécurisé. Exactement. Exactement. Donc, en fait, on a un principe de ce qu'on appelle les relationships, les relations, où, en fait, c'est le client qui va explicitement déclarer je veux que ce conteneur ait une relation ouverte à cet autre conteneur. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'on va ouvrir les vannes, entre guillemets. Donc, pareil, il y aura un lien vers la documentation des relationships, il n'y a pas de souci.
Mais du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que deux conteneurs se parlent entre eux? Ça serait simple si les deux conteneurs étaient tous les deux sur la même VM. Mais le problème, c'est qu'on a des dizaines, centaines de VM et que les conteneurs ne sont pas forcément déployés sur les mêmes VM. Du coup, en fait, on a une solution qui utilise un tunnel GRE, comme ça s'écrit, qui permet en fait de faire de l'encapsulation de paquets. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que quand un conteneur veut envoyer un paquet à un autre conteneur, il dit quel est son IP. Et à partir de l'IP, on peut deviner quelle est la VM sur laquelle le conteneur habite. Donc, l'IP du conteneur dépend de la VM où il est. Et du coup, on peut faire comme ça, on peut faire le routing des paquets entre conteneurs via le kernel avec juste un petit processus qui lui dit voilà, pour ce paquet-là, vous pouvez aller vers cette IP-là, il faut aller vers cette VM-là pour trouver le conteneur. GRE, c'est un protocole de gestion de WAN, non, typiquement? C'est pour faire du routage à travers vraiment des réseaux extrêmement distribués, je me trompe pas? Je ne saurais le dire, honnêtement. Ok, peut-être une question stupide de ma part, je lirai plus. Et GRE fonctionne sur TCP ou c'est des paquets UDP en dessous qui sont envoyés et c'est lui qui fait la reconstitution pour envoyer au container final? En fait, GRE est complètement séparé de TCP et UDP. C'est encore une couche plus bas? Exactement. Exactement. Donc, voilà, c'est fait sur IP quand même. Mais c'est complètement séparé, c'est un tunnel. Ça fait un tunnel et du coup, tous les paquets sont envoyés via ce tunnel-là directement de VM à VM selon les conteneurs nécessaires. Mais ça doit vous faire un paquet d'adresses IP IPv4. Vous utilisez des adresses IP privées dans ces cas-là. Donc, tu dis 800 containers sur une machine, ça veut dire qu'il y a 800 adresses IP qui sont alignées à la machine? Tout à fait. Petit quiz. Oui, tout à fait. Tu dis ça comme si c'était tout à fait normal. Mais quiz. Ça ne l'est pas. Quel est le range d'adresses IP privées qui a le plus d'adresses IP privées sur IPv4? Ça doit être je sais pas, un /16 ou un /24. Alors, j'espère que c'est un /24. Il y a 10.000 qui est /8. Oui. Voilà, donc ça va être celui que la plupart des gens utilisent. Donc un /8, ça veut dire que seuls les 8 premiers bits sont les bits réseau et vous avez 8, 16, 24 bits pour exprimer les adresses IP individuelles. Exactement. Sauf qu'on n'utilise pas celui-là. Il y en a un autre qui existe, mais qui est moins connu, qui est réservé pour usage futur. D'accord. Donc c'est pas censé être utilisé pour les réseaux privés, mais en pratique, maintenant on passe sur IPv6, donc on ne sera jamais utilisé, qui est 240/4. Ah oui. Et là, vous avez combien de bits pour l'adressage? 28. 28. Ah oui. Donc, on a à peu près 2 milliards d'adresses IP disponibles. Non, pas 2 milliards. Je suis très mauvais en maths. On va pas essayer de faire la maths pendant l'enregistrement du podcast, c'est pas une bonne idée. Mais je pourrais mettre aussi le chiffre dans les notes du podcast. Mais et alors, tu as dit autre chose, on passe en IPv6, donc ça, c'est une migration qui vous occupe pour le moment ou qui est planifiée? Alors, on a pas mal de problèmes avec IPv6, en fait, qui est qu'on dépend un petit peu des couches sous-jacentes pour IPv6. Par exemple, on a besoin que AWS supporte IPv6, on a besoin que Azure, Google Cloud, mais on a aussi besoin que les CDN supportent IPv6. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas pour la plupart. Par exemple, AWS supporte IPv6 depuis peu, mais ne supporte pas que IPv6. Pour les load balancers, par exemple, sur AWS, on est toujours en dual stack. Oui. C'est dual stack ou IPv4. Il n'y a pas IPv6 only. Voilà, donc en fait, on est un petit peu moitié en attente, moitié on commence à implémenter aussi de notre côté. Voilà, on a déjà créé des conteneurs en IPv6. Pour le moment, ça ne nous arrange pas spécialement de les utiliser. Dans la présentation du business au début, Augustin parlait également d'un aspect qui m'intéresse beaucoup et pour lequel je suis un peu curieux, c'est le client choisit sa région de déploiement en fonction du cloud provider, de la région et de l'impact carbone. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous proposez à vos clients pour choisir
l'impact carbone. Et puis après, j'aurais une deuxième question. Je sais, je ne vais pas poser deux questions à la fois. C'est comment vous mesurez ou estimez en tout cas l'impact carbone des différentes régions. C'est quoi cette histoire d'impact carbone? Peut-être Augustin? Ouais, alors c'est une bonne question. C'est vraiment un sujet sur lequel on est très investi, mais j'imagine aujourd'hui de plus en plus de gens, notamment les cloud providers, sont très investis également. Nous, on a une approche un petit peu différente des cloud providers, notamment par le fait qu'on est multi-cloud. Donc, au moment de choisir une région, typiquement un data center pour leur projet, on va être totalement transparent sur la localisation, dans quel pays se trouve, enfin quelle région du monde et quel pays se trouve, lequel cloud provider sous-jacent, AWS, Azure, etc. Et ensuite, on va fournir un chiffre qui s'appelle l'intensité carbone de l'électricité consommée. Donc, c'est en grammes CO2 équivalent par kilowattheure. Pour faire simple, on se base sur les API de Electricity Maps. Donc, je pense que c'est un bon lien à fournir. Electricity Maps va nous donner un impact sur le climat par zone géographique. Et je pense que c'est là où c'est important, c'est là où notre approche est un petit peu différente. Aujourd'hui, tous les cloud providers ont des commitments qui sont assez forts d'avoir une neutralité carbone ou de zéro émission ou 100% renouvelable, etc. pour 2025, ensuite 2030, etc. Aujourd'hui, si on regarde concrètement les régions, les data centers, par quel type de centrale ou de fournisseurs d'énergie ils sont plugués, on voit que si on est en Irlande ou en Allemagne où c'est 100% charbon et en France où il y aura une part du nucléaire et de renouvelables beaucoup plus important, ou notamment AWS en Suède, à Stockholm, ou AWS au Québec, par exemple, au Canada, qui sont de nos deux régions les plus vertes, on va dire, cette intensité carbone est extrêmement faible. Parce qu'on est quasiment sur du 100% renouvelable pour alimenter effectivement le data center. Et ce chiffre qui est basé sur la localisation est différent des chiffres que vont fournir souvent les fournisseurs cloud, qui eux vont se baser sur ce qu'on appelle des chiffres basés sur les chiffres du marché. C'est un peu subtil, mais typiquement un cloud provider va pouvoir acheter un Power Purchase Agreement, un PPA. En français, je sais pas comment ça se traduirait, mais bref, c'est un contrat à long terme avec un fournisseur d'électricité pour acheter à un certain prix des énergies renouvelables qui seront produites dans le futur. D'accord ? Et effectivement, si on achète beaucoup d'énergie renouvelable à un certain prix dans le futur, on peut garantir que tel data center est effectivement green, même si il est plugué sur une centrale à charbon. D'accord ? Et donc, cette approche géographique versus marché fait qu'il y a des discrepancies entre les chiffres que nous on fournit, qui sont basés sur les chiffres d'Electricity Maps, et les chiffres que les fournisseurs vont pouvoir fournir. Mais en tout cas, AWS se positionne très très bien aujourd'hui, notamment sur nos régions Canada et Europe avec la Suède. Et on est audité très régulièrement par un auditeur externe qui s'appelle Greenly, qui ont assez le vent en poupe aujourd'hui, et qui nous permet aussi de fournir des rapports à nos utilisateurs sur leur consommation effective, pareil en intensité carbone, sur tous leurs projets. D'accord ? Donc on envoie un mail qui leur permet d'avoir ce rapport et qui leur dit bah voilà, tous vos projets sur l'année ont émis tant de grammes de CO2 par kilowattheure d'énergie utilisée. C'est vraiment cool ça. Je suis en train de regarder Electricity Maps. Il donne sur cette map le chiffre que tu as cité, le carbon intensity, enfin cette métrique que tu as cité, carbon intensity. Je suis stupéfait de découvrir les différences, quoi. Tu dis l'Allemagne est en centrale à charbon. Carbon intensity selon Electricity Map est quasiment à 280 grammes. Contre 18 pour la France qui fonctionne essentiellement au nucléaire. Donc c'est un rapport de 15 entre l'Allemagne, et il y a des pays qui sont pires, l'Inde, les pays du Moyen-Orient, et même les États-Unis. Certains États aux États-Unis ont des taux catastrophiques qui sont en noir sur la carte. Tout à fait. Alors l'impact cet impact carbone a un vrai, c'est quelque chose que les gens font extrêmement attention de plus en plus. Après, le problème, c'est typiquement si on va en Australie, on a beaucoup de clients d'agences qui travaillent depuis l'Australie. Australie, c'est aussi très charbon et fuel. Il n'y a pas d'alternative. On peut pas se mettre en Suède. Notre site de prod ne va pas pouvoir facinement être hébergé en Suède si toute l'audience du site est en Australie. Donc il y a toujours ce débat à avoir, mais très clairement, on voit que
en addition de cette visibilité et transparence qu'on offre à nos utilisateurs, on a ajouté un incentive, alors je sais pas comment on va traduire non plus, financier, sur un encouragement financier également. Donc en fait, on a une discount de 3% aujourd'hui qui est 3% sur le prix de toutes les ressources que l'on va revendre à l'utilisateur sur les régions les plus vertes. Donc une région qui est en dessous de 100 grammes CO2 équivalent par kilowattheure sur lequel un utilisateur va déployer un projet aura 3% de discount sur sa facture mensuelle. Et ces deux objets mis ensemble font qu'aujourd'hui, la grande majorité de nos projets qui sont déployés sur notre solution sont en Suède sur AWS et à Québec, au Canada, parce que c'est les régions les plus green. Donc voilà, on voit que les utilisateurs font extrêmement attention à cet impact, à leur impact sur leur projet. Oui, c'est là un petit peu que pour revenir très rapidement sur l'infrastructure mutualisée, ça nous permet de réduire très fortement l'impact carbone pour un client donné, en fait. Où, du coup, un client donné, si par exemple il achète un CPU, ne va pas utiliser un CPU, va se retrouver sur sa mutualisée, et du coup, son CPU va ne coûter en termes d'empreinte carbone que 0.1 CPU, par exemple. Les chiffres ne sont pas bons, mais c'est un petit peu dans l'idée. Alors, l'empreinte carbone telle que tu l'as définie et sur Electricity Maps, ce sont les sources d'énergie, mais il y a aussi des technologies qui consomment moins d'énergie que d'autres. Je pense à Graviton chez nous. Est-ce que c'est un sujet également, quand c'est disponible, d'utiliser des architectures ARM pour votre infrastructure, ou de laisser le choix au client avec cette même carotte de la facturation? Alors, c'est un sujet auquel on a réfléchi. C'est pas un sujet facile. Parce que il faut tout recompiler, on utilise beaucoup de Debian, on utilise beaucoup de paquets, etc. Il faut que tout existe pour ARM. Et ce qui est pas clair, c'est ok, alors oui, ça consomme moins par défaut pour 3 GHz, par exemple, pour un CPU à 3 GHz, va consommer moins. Mais est-ce qu'il fournit la même performance? Ça, c'est pas tout à fait clair pour nous. Par exemple, typiquement, Ceph, c'est un bon exemple. Ceph aujourd'hui est testé sur du x86. On sait qu'avec 2 GHz, il peut gérer 1 teraoctet de données sans problème. Est-ce que ça va être le même problème? Est-ce que ça va être la même chose avec ARM? C'est pas clair. Le message d'AWS, c'est on parle jamais de performance tout seul, on parle du ratio prix-performance qui est meilleur, ce qui est une subtilité. Mais oui, ça veut dire que parfois la performance peut être la performance brute en comparant gigahertz pour gigahertz. Effectivement, on peut avoir des différences, même si c'est pas ce qu'on observe sur nos laptops avec les processeurs M1 et M2 là. Souvent, waouh. Ça dépend des applications aussi, en fait. Et c'est un peu le problème là. On est obligé de passer du temps à vérifier que ça marche bien pour les applications qu'on fait tourner. Voilà. Donc on a parlé aussi dans ces quelques minutes de conversation ensemble de deux choses, de deux changements que vous regardez pour le futur. Éventuellement ARM, ça pourrait en être un. On a parlé d'IPv6, ça pourrait être en autre. Est-ce qu'il y a d'autres points qui vous tiennent réveillés la nuit? À quoi vous pensez pour demain et après-demain? Moi, je peux en lancer un, évidemment, ça va être l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout le monde en parle. C'est un sujet qui est très hype. On ne sait pas exactement ce que ça va être dans le futur, à quelle vitesse ça va continuer à croître, quelles seront les applications effectives. Nous, ce qu'on souhaiterait, évidemment, notre ambition, c'est d'être une plateforme qui offre vraiment la possibilité de déployer et d'héberger ses propres modèles, typiquement. On a déjà pas mal de cas d'utilisation de gens qui essaient de faire tourner les modèles sur nos... Donc on n'offre pas de GPU, on n'offre pas de machine GPU aujourd'hui, mais qui essaient de faire tourner des modèles qui peuvent tourner en CPU, des petits modèles très spécifiques pour des cas d'utilisation. Donc on a déjà des clients qui sont dans ce cas-là. À terme, on aimerait bien être beaucoup plus large et englober beaucoup plus de cas d'utilisation. Donc c'est vraiment un sujet qui nous... Enfin, sur lequel on regarde vraiment. Après, l'intelligence artificielle, on en a beaucoup en interne sur tous nos process, sur toute la façon d'alerting, de monitoring, etc. Interne, mais qui sont beaucoup plus internes. Mais pour le capacity client, planning aussi, vraiment... stratégie de positionnement de containers avec de la prédiction. Tous les mécanismes de failover, les mécanismes, tout à fait.
Il y a énormément de choses. De load balancing, d'auto-scaling, etc. Enfin, on fait de l'intelligence artificielle sans en faire vraiment. Ça va être plus du machine learning. L'intelligence artificielle traditionnelle, je le dis depuis quelques mois maintenant, pour comparer au large language model. Donc ça, c'est un axe d'évolution future. Augustin Delaporte, j'ai loupé ton A. VP produit chez Platform.sh et donc avec cette nouvelle offre Upson, et Florian Margen, Senior VP Engineering. Merci pour vos explications très claires. Merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine, vendredi, pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.